enregistrer ça sur le cloud comme d'habitude. Je vais terminer d'abord le cours, hein. Monsieur Roy qui dit le trafic aérien avec le Covid, oui, c'est vrai que. Mais bon, vous savez, hein, les virus ne vont pas empêcher l'aérien de se redévelopper dès qu'on aura la possibilité de revoyager, hein. Je ne veux pas enterrer l'aérien complètement, mais il est évident que ces problèmes de pandémie mondiale sont liés avec la mobilité que donne le trafic aérien. Il faut bien comprendre que le fait qu'on puisse se déplacer très rapidement d'un point A à un point B sur la planète, c'est rendu possible par le trafic aérien. C'est quand même une chance pour notre société, mais en même temps, ça a des conséquences. Ouais. Entre autres, le développement ultra rapide des virus. Un virus, quand il nous tombe dessus, on serait au XVIe siècle avec 40 km maximum de mobilité par individu. Ils iraient moins vite, les virus, hein. Évidemment. Oui, oui, l'âge d'or de l'aérien est derrière nous. Peut-être que oui, on peut dire que le grand âge d'or de l'aérien, ce serait peut-être les années 80-2000. Hein. Peut-être qu'on va rentrer, même 2010. Hein. Il faudra se repositionner, il faudra peut-être qu'on le tarifie. C'est-à-dire, pour moi, il y a des histoires économiques qui sont extrêmement importantes dans ces histoires-là. Si le coût de l'aérien était le réel coût écologique, on ne serait pas des prix de billets. Hein. Juste pour l'anecdote, hein. Des personnes du quartier des Capucins me racontaient qu'ils pouvaient aller à Casablanca au Maroc pour 9 euros. Donc le Bordeaux-Casa, 9 euros, c'est même pas le prix d'un kebab. Donc je pense qu'il y a quand même un petit problème. On ne me fera pas croire qu'il n'y a que 9 euros de coût écologique, c'est-à-dire de coût de carburant et de taxe carbone. Enfin, il faudrait que le taxe carbone marche réellement. Hein, voilà. 9 euros pour faire Casablanca-Bordeaux, c'est réellement pas normal. Alors, je suis content pour eux, hein, ils profitent de retourner à la maison pour pas cher, mais je pense que pas cher devra être. Donc, 5 euros le kebab, oui, 9 euros si vous voulez. Hein. On va pas pinailler et faire les vendeurs de tapis, mais dans l'idée, il y a quand même un petit problème éthique à penser qu'on peut faire plusieurs centaines, voire, je sais pas, ça va faire pas loin de 2000 km cette histoire-là, pour 9 euros en avion, quoi. Alors, vous voudriez le faire même en mobilette, ça fait plus d'essence, quoi. Donc voilà un petit peu les problématiques. Alors, je vais vous repartager le PowerPoint pour le cours. Alors, attendez, hop. Et maintenant, zoom, partager l'écran. Et donc, diaporama, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Celui-là, partager. Alors, je peux revenir un petit peu sur ce que nous avions fait la dernière fois, hein, puisque ça va refaire le lien. Hein. Donc, je rappelle qu'une fois qu'on avait terminé le cours sur les systèmes de solides soumis à 2 ou 3 glisseurs, on avait rajouté 2-3 petites choses qui n'étaient pas prévues dans le cours, hein, tout simplement parce qu'elles étaient faites en TP, hein, tout simplement. Hein. Donc, il faut voir que les TP étaient là pour vous donner ces notions, on va dire, de façon pratique. Hein. Donc, principalement, celle-ci, qu'on appellera le frottement lien-poulie, était fait avec les winches. Hein. On avait plusieurs winches au lycée. Et donc, ce qu'on faisait, c'est entre autres vérifier ce qu'on appelle la loi de frottement exponentiel, hein, qui doit être marquée ici. De façon pratique. De façon pratique, ça veut dire que vous vous amusiez avec des poids en fixant, par exemple, alpha et T0, à chercher le T qui permettait l'équilibre strict. Donc, l'équilibre strict, c'était réellement le moment où la corde commençait à glisser sur le winch. Et faisant ça, eh bien, ceci nous permettait de voir une chose, alors que je vais citer maintenant, hein, c'est que le coefficient de frottement, il faut comprendre que le frottement est un phénomène complexe et que donc, on ne peut pas l'avoir avec beaucoup de décimales. Ça, c'est fondamental à bien comprendre. Hein, c'est qu'un coefficient de frottement, quand il y a une décimale, c'est bien. Quand il y a 2 décimales, ça commence déjà à être assez énorme au niveau de la précision. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur de traîner des coefficients de frottement avec 3 ou 4 décimales. Hein, ça n'a aucun sens physique. Quand on fait des essais sur la limite du glissement, on se rend compte que de temps en temps, ça démarre, ça glisse et ça s'arrête. Il y a plein de phénomènes microgéométriques qui font que F est un coefficient qu'on connaît avec une incertitude assez forte. Donc c'est pour ça que quand je vous disais, il faut retenir quelques valeurs.
un truc qui frotte bien comme un bronze sur un acier 0,1, un truc qui a tendance à bien adhérer comme un pneu, c'est 0,6, 0,7, hein, mais globalement, comme vous voyez, on ne va pas chercher 0,625, ça n'a aucun sens. Les 5 millièmes de coefficient de frottement, vous pourrez sans problème les oublier. Et il se trouve que cette histoire de frottement exponentiel, eh bien, c'est bien de l'avoir vu une fois, puisque ça peut être appliqué dans le cas des transmissions de puissance par poulie-courroie. Et évidemment, ceci permet de prédire quel est le couple maximum transmissible avant d'arriver au glissement. Alors, j'en ai pas parlé, mais je vais le faire un petit peu aujourd'hui. Ça va revenir sur un aspect un peu plus technologique. Quel est l'intérêt des transmissions par poulie-courroie? C'est justement qu'elles ont la possibilité de filtrer un petit peu. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément de courroie, qu'on considère au départ comme évidemment indéformable, se comporte un petit peu comme un ressort. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ici que si vous deviez modéliser la courroie, c'est une sorte de ressort de raideur K. Et donc, ceci a pour effet qu'entre la poulie motrice et la poulie réceptrice, il y a une sorte d'isolement vibratoire. Donc, c'est ça un intérêt. Ceci est un des intérêts des systèmes poulie-courroie, c'est qu'ils filtrent les vibrations depuis la poulie motrice jusqu'à la poulie réceptrice. Alors évidemment, si ça a été bien calculé, parce qu'on peut avoir aussi le même phénomène d'oscillation qu'avec un masse-ressort, mais en torsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inertie en rotation J de la poulie peut se coupler avec la raideur K pour créer un oscillateur harmonique. Et évidemment, ça, on n'aime pas trop ça, donc il faut quand même que ça soit, on va dire, dimensionné en dynamique, cette histoire-là. OK? Alors, je ne vous avais pas permis, est-ce que vous aviez des questions déjà à poser sur ce que nous avions fait auparavant? Personne? Donc, il faut comprendre que, évidemment, ces histoires de courroies qui glissent, ce n'est permis que sur ce qu'on appelle les courroies asynchrones. Il existe évidemment des courroies synchrones qui sont des courroies crantées, et celles-ci, évidemment, le glissement n'est pas possible parce que la transmission de puissance se fait par obstacle. Comme dans les engrenages, il faut imaginer qu'un engrenage, on ne peut pas avoir de glissement, on a toujours l'hypothèse de roulement sans glissement des primitifs, parce que tout simplement, il y a un entraînement par obstacle. Il faut comprendre simplement qu'en mécanique, on a deux grands principes, la transmission d'action mécanique par obstacle ou la transmission d'action mécanique par frottement. Évidemment, dans le cadre du frottement, c'est une hypothèse, le roulement sans glissement, qui peut ou non être vérifiée. Ce qui fait que dans le cas par obstacle, il y a toujours transmission de la cinématique. Alors ensuite, on avait évidemment déterminé ceci par une équation d'équilibre locale et ça avait permis d'obtenir un frottement exponentiel. Et après, on est passé sur la notion d'arc-boutement. Donc, je relis un petit peu ce que j'avais marqué, assez mal écrit d'ailleurs, je trouve. C'est la capacité d'un système de rester en équilibre, quelle que soit la norme d'une force. J'avais donné par exemple une sorte de pièce biaisée, donc qui est coupée avec un angle alpha. Et on s'aperçoit que si on pose une deuxième pièce dessus et qu'on exerce une force dans cette direction-là, eh bien, on peut dire qu'il y a deux cas, si on laisse tomber le cas limite phi égale alpha. Soit phi, l'angle de frottement, enfin alpha est plus grand que l'angle de frottement. Et dans ce cas-là, il y aura mouvement parce qu'on ne tolère pas la sortie de l'action mécanique du cône de frottement. Donc, dès qu'il y aura une composante tangentielle plus grande que ce qui est toléré par les lois de Coulomb, eh bien, il y aura glissement. Par contre, si l'angle de frottement est plus grand que cet angle alpha, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mouvement. Et ceci, quelle que soit la norme de la force. Donc, en gros, si la force est à l'intérieur du cône de frottement, ce que nous disent les lois de Coulomb, c'est qu'évidemment, le système n'accepte pas le glissement. Et s'il n'y a pas de glissement, ceci n'est pas fonction de la norme de la force. Donc, c'est exactement le phénomène qu'on appelle l'arc-boutement, qu'on retrouvera dans pas mal de choses mécaniques. Des fois, on l'utilise. Je vous avais expliqué l'utilisation de l'arc-boutement, c'était les tire-fesses. Donc, les tire-fesses, la liaison entre le câble qui tourne tout le temps et votre canne qui vous permet de vous accrocher est une liaison arc-boutante. Que vous soyez très léger ou très lourd, à partir du moment où il y a inclinaison, alors je peux faire un petit dessin, en général, c'est fait comme ceci. Vous avez le câble qui est toujours en mouvement. Donc, ici, on a le câble. Le câble a toujours une vitesse V. Et je vais changer de couleur et je redessine en coupe la vision de ce qui est accroché à la tige. Ce n'est rien d'autre qu'une pièce qui est relativement grande et qui possède en fin de compte ici. Donc là, après vous accrochez là.
Et ici, vous avez simplement une liaison glissière avec beaucoup de jeux qui fait 2 contacts ponctuels ici et ici. Et si on fait l'étude de l'équilibre de ceci, hein, c'est la même chose qu'un serre-joint, hein, pour ceux qui connaissent ce petit outil de bricoleur. Hein. Le serre-joint, une fois que vous exercez une force, eh bien, il va y avoir encastrement de rouge par rapport à noir. Hein, c'est ce que vous voulez quand vous vous accrochez à votre tire-fesse. Hein, et évidemment, cet encastrement ne dépend pas de la norme de la force. Ça veut dire, quelle que soit la force que vous exercez ici, hein, il y aura une liaison qui sera une liaison encastrement ici. C'est-à-dire que les forces normales qui vont s'exercer au niveau de ces 2 contacts ponctuels vont croître autant que le nécessaire pour avoir équilibre. Et ceci, ça s'appelle la situation d'arc-boutement. Et là, elle est plutôt voulue, parce que ça vous permet à la fois de stocker les tiges en bas du tire-fesse, ça vous permet, quand vous voulez la distribuer, de créer la liaison encastrement pendant toute la montée. Et évidemment, quand elle est redescendue en bas, elle se décoince, et en se décoinçant, eh bien, la tige revient dans le stock de cannes qui vous permettent après de monter les pentes. Hein. Monsieur, Oui. c'est quoi qui fait qu'elle se décroche en quelque sorte? C'est juste l'inclinaison de cette pièce. Ça veut dire, en fin de compte, le fait que vous tiriez à gauche, ça vient en contact ici, et ça crée une liaison qui se coince. Et le fait qu'on la pousse dans l'autre sens, eh bien, le contact vient de l'autre côté et il n'y a plus de possibilité d'arc-boutement. Donc après, ça devient une liaison glissière. Mais je veux dire, pourtant, une fois qu'on est en haut et qu'on lâche le tire-fesse, Elle il reste. redescend. Il est toujours Ouais, ouais, fixé tout à jusqu'au fait. moment où il est en bas. Sauf que quand elle redescend, en fin de compte, il n'y a vraiment plus beaucoup d'action mécanique sur le système à part son poids. Donc, elle reste globalement là où elle était, même si elle glisse un tout petit peu localement, elle va bien finir par redescendre en bas d'une façon ou d'une autre. D'accord, ok. C'est dans le bon sens au niveau de la physique, hein, le problème serait dans la montée. Mais dans la descente, elle redescend toujours. Et en bas, il y a un système qui permet, comme je vous disais, de la faire passer de cette position à une position où elle va tout simplement être quasiment droite. Hein. Ce que je dessine là, hein, vous voyez, c'est ces 2 petites encoches qui sont importantes. Et donc, à partir du moment où elle est dans cette position-là, hein, et bien dans cette position-là, c'est plus une liaison glissière. D'accord, hein, tant qu'il n'y a pas de force, eh bien là, la force est verticale, le câble peut se déplacer par rapport à rouge, c'est une liaison glissière, il n'y a pas entraînement de la pièce par le câble. Vous tirez dessus, elle se met à pivoter, elle vient en contact ici et ici, et ceci crée une situation d'arc-boutement qui permet de créer une liaison encastrement, c'est-à-dire qu'à un moment, ça ne peut plus bouger. Je pourrais le dessiner ce que j'ai. Si je le dessine un tout petit peu plus en gros plan, alors c'est un exercice que je pouvais vous donner, je ne l'ai pas donné encore cette année, hein, mais c'est une chose qu'on peut voir. Alors je le dessine un petit peu rapidement. Hein. Donc je vais le faire dans le cas d'un serre-joint. Donc vous avez une pièce principale hein, qu'on va considérer comme étant associée à un référentiel galiléen. Hein. Donc ce qui m'intéresse, la forme de cette pièce, ça peut être une pièce rectangulaire. Hein. Je vais rajouter la deuxième pièce. Et donc, option du pointeur, je passe ici en rouge. Donc, je la fais en rouge pour qu'on la voit bien. Donc, on va avoir une pièce qui, alors, je vais la dessiner inclinée comme ceci. Donc là, elle va être en contact ici. Là, elle continue. Là, elle continue aussi. Et là, elle va venir en contact, évidemment, de l'autre côté. Hein. OK. Et donc, si elle est tournée comme ça veut dire qu'elle est appuyée. Alors, je ne vais pas dessiner les forces pour l'instant, hein, mais vous voyez, on est comme ça. Et donc, l'idée est assez simple. Hein. Je repasse avec d'autres couleurs. Hein. Option du pointeur. Je repasse en noir. Vous avez en fin de compte un ensemble de 2 contacts ponctuels. Ici, il y a un contact ponctuel que je vais appeler au point A. Et ici, vous avez un contact ponctuel au point B. Donc, ces 2 contacts ponctuels sont associés à une normale. Hein. Voici la normale en B. Voici la normale en A. Donc, je regarde la normale par rapport à l'action mécanique sur 1. Ça sera évidemment la pièce 2. Et ce que vous voyez, c'est que si je dessine un cône de frottement, alors je vais essayer de le faire. Donc si je vais dessiner les forces, alors les forces, je vais les faire en vert, puisque j'ai fait ma pièce en rouge. Hein. Donc si la pièce pivote comme ceci, ça veut dire qu'elle est poussée dans ce sens-là. D'accord ? Et l'idée est assez simple, hein, c'est qu'évidemment, si je pousse dans ce sens-là, le glissement de rouge par rapport à noir va se faire vers la gauche. Donc l'action mécanique va être inclinée vers la droite.
Donc, ce que vous voyez, c'est que je vais pouvoir ici dessiner deux cônes de frottement. Un premier cône de frottement dessiné en B et un deuxième cône de frottement dessiné en A. D'accord? Donc ça, c'est le cône de frottement qui est lié au contact ponctuel en A. Ça, c'est le cône de frottement lié au contact ponctuel en B. Et ce que vous voyez, c'est que ce que j'ai dit, c'est que la nature du glissement fait que dans ce cône de frottement, la seule partie qui m'intéresse, c'est la partie qui s'oppose au mouvement. Donc si j'imagine que 1 est mon référentiel bâti, le glissement de rouge par rapport à noir va partir vers la gauche. Donc ce qui m'intéresse, c'est la partie droite de ce cône. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une intersection. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est que si la force est au-delà de ce point d'intersection, eh bien, il va y avoir une sorte de triangle de force fermé, la somme des moments égale 0, et on sera à l'intérieur des cônes de frottement. Si on est à l'intérieur des cônes de frottement, ça veut dire que les lois de Coulomb nous disent qu'il ne peut pas y avoir de mouvement relatif. Et évidemment, si vous poussez dans l'autre sens, hein, ça peut faire la même chose ici et ici. Et ce qu'ils ont fait certainement sur les cannes de tire-fesses, hein, tire-fesses, hein, je ne sais pas s'il y a un nom plus, c'est qu'on peut tout simplement limiter la distance entre A et B. Puisqu'on peut, on peut montrer hein, que, alors je l'écris ici, hein, qu'il existe ici un paramètre qu'on va appeler LC, qui est la longueur critique d'arc-boutement. Et la longueur critique d'arc-boutement, elle vaut exactement, hein, ça se démontre assez facilement, hein, la distance entre A et B, que j'appelle A, divisé par 2 fois le coefficient de frottement. Et cette formule nous montre une chose assez simple, c'est que si évidemment il n'y a pas de frottement, la longueur critique d'arc-boutement est infinie, ce qui prouve que ça se comporte toujours comme une glissière. Si le coefficient de frottement est différent de 0, il existe une longueur critique d'arc-boutement. Si la force est au-dessus de cette longueur critique d'arc-boutement, eh bien le système est bloqué. Si la force est en dessous de cette longueur critique d'arc-boutement, le système est libre. Et ceci est une application de l'arc-boutement voulu, entre guillemets. Mais on peut retrouver exactement les mêmes dans des liaisons glissières, hein, typiquement dans une armoire. Si vous avez un tiroir qui a un peu beaucoup de jeu, si vous le tirez et qu'il se met de travers, et bien vous vous retrouvez dans cette situation-là et il bloque, il refuse de sortir. Si vous voulez évidemment le débloquer, il ne faut pas tirer plus fort, puisque comme c'est un arc-boutement, ça ne dépend pas de la norme de la force. Donc si vous tirez plus fort, de la même façon, ça sera toujours bloqué. Il faut tirer de façon traverse, entre guillemets, pour éviter ces histoires de points de contact frottants dans la liaison glissière. Donc vous voyez que l'arc-boutement, c'est à la fois utile ou à la fois gênant de temps en temps. Et on va le revoir sur un dernier exemple, hein, qui va être les liaisons hélicoïdales. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de dessiner ça, hein, c'était juste pour avoir des belles représentations. Hein. Je vous rappelle simplement un petit peu de vocabulaire, hein, c'est que le filetage extérieur et cette pièce-là qui est un filetage intérieur, ça s'appelle un trou taraudé. Évidemment, les filetages sont caractérisés par plusieurs paramètres. Hein. Le premier, qui est évidemment fondamental, c'est la notion de pas. Donc, vous savez très bien que sur une surface hélicoïdale, il y a une notion de période. Ça veut dire que si on fait un tour, on s'aperçoit qu'on est revenu à peu près au même endroit, mais on a avancé d'une certaine longueur. Ça veut dire qu'évidemment, sur un filetage intérieur ou extérieur, vous avez cette dimension-là qui est une longueur qu'on appelle le pas. Ce pas d'ailleurs est normalisé. Ce que ça signifie, c'est que pour des raisons simplement de montage, on a normalisé les valeurs de cette valeur de pas. Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse pas réaliser des pas à des valeurs quelconques. Hein. Ça signifie simplement que si vous ne voulez pas vous embêter avec des pièces à fabriquer, aussi bien les pièces mâles, les tiges filetées que les trous taraudés, hein, eh ben, il vaut mieux prendre dans un bouquin les valeurs normalisées de pas. Et ces valeurs de pas sont en général associées aussi à un diamètre. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez des tableaux, vous avez la liste pour les diamètres classiques hein, de pas. Alors, je donnerai simplement une valeur pour avoir un ordre de grandeur. Hein. Celui qui est très connu, hein, c'est le diamètre 6. Hein. Donc, pour un diamètre D de 6 mm, le pas classique, hein, ça doit être de 1 mm.
Et ensuite, alors ça permet de faire de la cinématique, hein, parce que je vous rappelle que dans le cadre d'une liaison hélicoïdale, hein, on peut écrire que le torseur cinématique d'une liaison hélicoïdale, hein, c'est évidemment une vitesse de rotation, que je vais appeler hélicoïdale, et la vitesse d'un point de l'axe, donc le point de l'axe, je vais l'appeler A, donc A étant un point de l'axe de cette hélicoïdale. Hein. Et je rappelle aussi que ceci donne naissance à un mouvement lié. Ça veut dire que si j'appelle oméga de t la vitesse de rotation dans l'hélicoïdale dont je vais donner la direction x, et bien dans ce cas-là, la vitesse du point A dans cette hélicoïdale sera, alors je vais mettre plus ou moins, pour être dans le cas général, le pas divisé par 2pi fois oméga de t porté par la même direction x. OK? Alors pourquoi le plus ou moins? Parce que ça dépend si la liaison est à droite ou à gauche. OK? Donc plus quand c'est à droite, moins quand c'est à gauche. Et ceci, évidemment, nous avait permis de revenir sur la notion de torseur statique, qu'il fallait bien sûr ne pas faire avec la règle de cuisine. Il y a une rotation autour de x, ça veut dire qu'il n'y a pas de couple selon x. Il y a une translation selon x, ça veut dire qu'il n'y a pas de force selon x. Si on fait ça, on fait le torseur statique d'une liaison pivot-glissant, et non pas celui d'une hélicoïdale. Donc pour une hélicoïdale, il fallait écrire évidemment que le commandement avec le torseur statique devait faire 0, et ceci avait pour conséquence, alors est-ce que j'ai une page supplémentaire? Oui, que le torseur statique, je reviendrai à le torseur statique d'une hélicoïdale, est quelque chose qui s'écrit x, y, z, et moins x, alors quand je vais mettre moins, alors je vais le faire autrement, pas sur 2pi, L, M, N, et ceci, c'était le torseur statique au point A pour une hélicoïdale à droite. Alors, pourquoi une hélicoïdale à droite? Si je reviens sur ce que je vous ai dit avant, hein, je vais y revenir. Ici, je dis que c'était un plus quand c'était une hélicoïdale à droite et un moins quand c'était une hélicoïdale à gauche. Donc, je dois avoir en sorte que le torseur cinématique, qu'au moment ce torseur statique doit faire 0. Et donc, si vous faites un rapide calcul, le oméga va être multiplié par ce terme-là. Et évidemment, la vitesse en plus va être scalaire, cette composante-là. Et ça fait bien 0 si j'ai pris une hélicoïdale à droite. Évidemment, si c'était une hélicoïdale à gauche, j'aurais un plus ici et j'aurais un moins ici, et ça ferait bien toujours 0. OK? Y a-t-il des questions déjà? Non? Alors, je peux continuer un petit peu sur les hélicoïdales. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liaison hélicoïdale, elle est énormément utilisée hein, dans l'assemblage. D'accord hein, donc, on les utilise évidemment pour les assemblages, hein, ou bien en transmission de mouvement. Alors, dans un assemblage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans l'application du PFD, c'est-à-dire que c'est l'action mécanique qui crée le mouvement. Un petit rappel rapide, hein, c'était, je vous rappelais que quand on écrivait le PFD, somme des forces égale MdV sur dt, ceci était quelque chose que si je l'écris ici, un mathématicien pouvait voir comme une équation différentielle, où si j'impose V, je trouve F, et si j'impose F, je trouve V. Sauf que la physique nous dit, il y a un problème qui n'a pas de sens physique, c'est d'imposer V pour trouver F. Puisqu'on ne sait pas comment imposer une vitesse sans au préalable avoir imposé une force. Ce qui signifie que dans une liaison hélicoïdale en transmission de mouvement, il faut comprendre qu'on a soit la possibilité d'exercer une force axiale, soit la possibilité d'exercer un couple.
axial. Et que ceci va ou non provoquer le mouvement. Et donc, ce mouvement, de toute façon, ça sera un mouvement combiné qui sera évidemment une translation combinée avec une rotation autour de l'axe, si je reprends un peu les mêmes paramètres que précédemment, AX. Ça va ensemble. Mais ce qu'il faut se poser comme question maintenant, c'est est-ce qu'il y a toujours les deux composantes d'action mécanique qui créent le mouvement? Et pour ceci, je vais faire un petit dessin très simple. Si je représente alors, vous voyez, si je reprends ces dessins-là, que j'imagine que je coupe cette liaison filetée, en tout cas cette pièce filetée en deux, et que je la déroule, eh bien, ça veut dire que je vais avoir une sorte de dessin comme ceci, où, alors là, on va retrouver l'axe de la pièce hélicoïdale, et là, on va avoir monté le filetage qui, évidemment, reviendrait à la même hauteur, qui reviendrait ici, qui reviendra à la même hauteur, qui remonterait ici, et ainsi de suite. D'accord? Et ceci signifie une chose, c'est qu'on peut assez naturellement trouver quelle est la relation entre cet angle, alors je vais le mettre ici puisqu'il me dérangera moins, que je vais appeler alpha, le pas est évidemment ici. Et comme j'ai dit, cette figure plane étant le déroulé, ceci va être évidemment la circonférence de pi fois le rayon primitif. Je vais plutôt faire pi d. Je vais enlever le 2 après. J'enlève le 2, hein, évidemment, il n'y a pas de 2 là. Option du pointeur, un petit coup de gomme, j'enlève le 2. Pi d de pi r, hein, c'est évidemment la circonférence du système. Et donc, quand on raisonne dans ce petit triangle rectangle, on s'aperçoit bien que la tangente de alpha est égale au côté adjacent, qui est le pas, divisé par la circonférence, qui est pi d. Donc, alpha, en fin de compte, pourrait être appelé l'angle d'hélice. Juste un tout petit... Ouais, vous me suivez toujours? Je refais la fin. Donc ça, alors ça signifie quoi? Ça signifie que pour un diamètre donné et un pas donné, on trouve un certain angle d'hélice donné par cette relation tangente alpha égale pas sur pi d. Et maintenant, je vais revenir à ma notion d'arc-boutement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si évidemment, on pourrait se dire que le contact, alors je change de couleur, hein, le contact de la vis sur l'écrou ressemble beaucoup à mon histoire de... Alors, excusez-moi, là j'essaie de le faire droit. Hein. Vous voyez, quand on va exercer une force, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait dessiné tout à l'heure. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'étudie ça, je peux évidemment tracer un petit graphe qui va être, alors avec la définition de tangente alpha, hein, ça va faire partie des choses que vous devez retenir. Hein. Alors, c'est ce que je disais, hein, la première chose, c'est retenir qu'on peut transformer plus ou moins la notion linéaire de pas en la rapportant au diamètre à la notion d'angle. Et maintenant, si on appelle phi l'angle de frottement de la vis sur l'écrou, donc classiquement, on va appeler phi l'angle de frottement évidemment de la partie mâle par rapport à la partie femelle, et bien on va se retrouver avec un petit graphe comme ceci, où on va avoir ici, en fonction de l'angle alpha, l'intervalle 0, phi. Alors on va mettre pi sur 2 ou 90 degrés, hein, qui serait évidemment l'angle maximum. Et ici, on va trouver 90 moins phi. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie simplement qu'on va avoir des comportements de la liaison hélicoïdale réelle. Quand je dis de la liaison hélicoïdale réelle, c'est avec un coefficient de frottement différent de 0. Et l'idée est assez simple, hein, c'est que si l'angle alpha est compris dans l'intervalle 0φ, lorsqu'il y aura une force axiale, cette force va être dans le cône de frottement et donc elle ne va pas déclencher le mouvement. Par contre, si j'exerce un couple, vous voyez qu'un couple, ça peut être vu comme une force qui serait exercée orthogonalement, puisque le couple, c'est quelque chose qui va être exercé autour de l'axe de la vis. Donc, il va donner naissance au niveau du contact vis-écrou à une force qui va être orthogonale. Et donc, cette force orthogonale, elle est en dehors du cône de frottement, donc elle crée le mouvement. Donc, on dit simplement que si l'angle alpha est compris dans l'intervalle 0φ, on est dans un fonctionnement irréversible où le couple impose le mouvement. Alors, je vais dire le mouvement θ, hein, ça pourrait être θ ou V, hein, ça reviendra au même. Hein. Mais par contre, la force... Oh, toujours pas résolu ce petit problème. Hein. Donc, la force, évidemment, n'impose pas le mouvement. Vous voyez en quoi c'est irréversible. Hein. Donc, la force F, elle... Non, on revient là. Donc, la force F, elle, n'impose pas, je barre ça, θ. Donc, c'est donné, entre guillemets, de façon irréversible. Hein. La seule possibilité pour faire bouger une hélicoïdale dont l'angle alpha est compris entre 0 et φ, c'est d'exercer un couple dessus. La force axiale ne créera pas le mouvement. Et on est bien d'accord que si je raisonne le mouvement en θ, hein, c'est la même chose que de le raisonner en vitesse, hein, puisque de toute façon, c'est la même chose. Hein, les deux sont liés. S'il y a du θ, il y a de la vitesse linéaire, puisque les deux sont combinés dans une liaison hélicoïdale. Par contre, si l'angle alpha est compris dans l'intervalle φ 90 moins φ, ici, on va trouver une zone de fonctionnement qu'on va appeler évidemment réversible. Réversible, ça veut dire que cette fois-ci, le couple, comme précédemment, va imposer le mouvement, mais la force va elle-même imposer le mouvement. Donc, entre guillemets, on peut piloter en couple ou en force, ça va toujours faire bouger le système. Exemple de ça, max speed. Max speed, vous remarquez bien que quand vous faites varier la position du bras par rapport au bâti, ça pousse linéairement sur l'hélicoïdale qui se met à tourner et faire tourner le moteur. Vous voyez, tous ceux qui ont fait le TP sur max speed, et vous êtes assez nombreux, hein, eh bien, vous avez pu remarquer que vous pouviez prendre à la main le bras, le faire bouger, et ça faisait tourner le moteur. Donc la force axiale qui était exercée par le fait que vous poussiez sur le bras provoquait le mouvement. Et de façon, on va dire, inverse, le moteur, quand il exerçait un couple sur cette liaison hélicoïdale, faisait bouger le bras. Donc on pouvait piloter en couple ou en force. Et évidemment, une fois qu'on a raisonné ça, hein, on se rend compte qu'il y a évidemment le cas symétrique quand on est proche de 90 degrés, hein, qui a un cas d'irréversibilité un peu moins connu, hein, mais bon, qui existe aussi, hein, qui est le cas d'irréversibilité où cette fois-ci, le couple n'impose pas le mouvement. Donc je barre évidemment cette implication. Et cette fois-ci, la force axiale impose le mouvement. OK? Pareil, hein, ce que vous devez retenir, hein, c'est ce petit graphe, hein. C'est-à-dire bien penser qu'il y a... Alors, on va regarder deux petites choses aussi par rapport à ça. Hop, la GF. Hein. Donc là, pareil, n'oubliez pas, là, il est barré. Hein. On peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'évidemment, ceci est un graphe en alpha, hein, ce qui signifie que si phi tend vers 0, qu'est-ce que vous voyez? Bien évidemment, cette zone, elle vient là, et cette zone, elle vient vers là. Donc, quand on est devant une hélicoïdale sans frottement, une hélicoïdale sans frottement est évidemment réversible. Voilà pourquoi le max speed est équipé d'une hélicoïdale à billes. Parce qu'une hélicoïdale à billes, c'est comme si on avait un coefficient de frottement qui tend vers 0, puisqu'évidemment, le roulement n'est pas parfait, mais il est bien meilleur que le frottement. Donc voilà pourquoi dans le max speed, vous êtes dans un fonctionnement complètement réversible, puisque le coefficient de frottement équivalent de la liaison hélicoïdale à bille est proche de 0. Donc le seul domaine qui existe, c'est celui-là. Lorsque vous faites des vis d'assemblage, il faut comprendre que ce que vous voulez, c'est ne pas les tenir serrées.
Vous voulez pouvoir les serrer, vous voulez que quand vous exercez un couple avec la clé, vous voulez pouvoir faire bouger cet hélicoïdal, mais quand vous avez la clé, la force axiale qui est résultante, par exemple, de la déformation élastique de la vis, ne doit pas provoquer le desserrement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie simplement que dans les vis d'assemblage, alors je vais prendre en option une couleur verte, bah, tout ce qui est vis d'assemblage, eh bien évidemment, ça doit être dans cette zone-là. Donc les vis d'assemblage, oui, je vais prendre votre question. Les vis d'assemblage sont toutes telles que bah, le coefficient, enfin l'angle alpha, l'angle d'hélice, est plus petit que l'angle de frottement, de façon à ce que, évidemment, leur fonctionnement soit irréversible. Je prends votre question. Et vous avez un exemple aussi pour la dernière zone où la force Oui, axiale. bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare. Hein. Je vais en donner deux. Hein. Les deux exemples que j'ai pour ce truc-là, c'est par exemple ce qu'on va appeler les tournevis à frapper. Alors pour ceux qui connaissent ça, c'est des tournevis qui servent à desserrer des vis vraiment où on a des difficultés à serrer. On tape avec un marteau sur cette pièce et ça provoque la rotation. Alors, beaucoup plus simple que cette pièce de mécanicien qui est donc les tournevis à frapper, je vais parler des toupies. Il existe des toupies sur lesquelles on a une sorte, alors je fais un petit dessin, hein, donc la toupie, elle ressemble un petit peu à ça, hein, elle a une petite pointe ici, et vous avez une sorte de partie verticale ici qui est filetée justement, avec une partie que vous descendez, ici que vous pouvez faire monter ou descendre pour faire tourner la toupie. Et donc cette toupie, si vous regardez la partie hélicoïdale, elle a un angle d'hélice qui est absolument énorme. Donc ce truc-là, si vous appliquez une force, ça crée le mouvement. Par contre, si on essaye de faire tourner, enfin si on exerce une force, un couple, bah, ça passe pas. Donc le fonctionnement irréversible peut être cherché, hein, mais c'est relativement rare hein, et ça donne souvent des angles d'hélice qui sont grands. Hein, parce que je vous rappelle que le coefficient de frottement phi étant dans l'ordre de grandeur de 0,1, hein, si je passe ça avec un arc tangente en disant 0,1 c'est petit, arc tangente c'est la même chose, vous allez vous rendre compte que là, vous êtes avec des valeurs d'angle qui sont très grandes pour être en fonctionnement irréversible. Alors, on appelle ça l'irréversible de type 1, irréversible de type 2, hein, et la zone réversible au milieu. Quoi. Monsieur, Ouais. je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a pi d. Apidé parce qu'il faut raisonner plan, donc il faut dérouler le cylindre. Ah d'accord, on a déroulé le cylindre. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, Ça, c'est une vision du cylindre que j'ai déroulé en fin de compte. d'accord. Pour pouvoir faire un peu de géométrie plane, parce que sinon, je suis en 3D, quoi. Ouais, le plan en coupe, ça marche pas. C'est ça. D'accord, merci. Donc c'est pour ça que ici je retrouve le périmètre hein, du cylindre. Hein, c'est que j'ai imaginé, si je reviens sur le truc d'avant, hein, que j'ai ouvert ce cylindre hein, comme si j'ouvrais une surface, hein, puisque c'est que les surfaces qui m'intéressent, hein, et que je l'ai mis à plat. Et le mettant à plat, je vois apparaître dans un plan, ici le développé du cylindre, pi d, ici le pas hein, qui vient d'un côté à l'autre. Hein, c'est pour ça que je l'avais représenté comme ça. Hein, c'est que évidemment, hein, quand on le réenroule, hein, ce point-là revient sur ce point-là, ce point-là revient sur ce point-là, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on définit l'angle d'hélice sous la forme tangente alpha égale le pas sur pi d. Donc ayant une hélice devant vous, hein, donc vous êtes là, hein, vous regardez son diamètre, vous regardez son pas, et vous allez trouver avec cette formule l'angle d'hélice. Si vous connaissez le couple de matériaux en contact, vous pouvez comparer l'angle d'hélice à l'angle de frottement et en déduire si elle est en fonctionnement irréversible ou réversible. Un autre petit exemple, c'était sur certains compas de dessinateurs où entre les deux branches du compas, il y avait une sorte de vis qui permettait le réglage précis. Eh bien, suivant les fabricants, chez certains, on pouvait rapprocher à la main les deux branches du compas, ce qui veut dire qu'elle était en fonctionnement réversible. Dans certains, on ne pouvait pas. Il était en fonctionnement irréversible. OK. Bon, voilà, ce qu'il faut voir, hein, c'est simplement que la présence de frottement modifie évidemment le fonctionnement naturel d'une liaison hélicoïdale en faisant en sorte que dans les deux paramètres qui pourraient imposer le mouvement, que sont le couple axial et la force, eh bien, dans le cas où il y a du frottement, ça ne se passe pas toujours de cette façon-là, et tant mieux. Tant mieux, hein, parce que garder toutes les vis d'assemblage serrées en les collant ou en les maintenant, ça serait quand même pas pratique. En sachant encore une fois hein, qu'à la valeur, on va dire, limite, on n'est pas très clair sur ce qui se passe.
Vous voyez, on retrouve un peu la même chose que j'avais dit ici. Hein. Là, je n'avais pas traité le cas phi égale alpha. Pourquoi je ne l'avais pas traité? Parce qu'on est sur le bord du cône de frottement et les lois de Coulomb, elles sont claires quand je suis soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Soit je suis à l'intérieur et ça ne bouge pas, soit je suis à l'extérieur et c'est obligé de bouger parce que ce n'est pas tolérable que l'action mécanique soit à l'extérieur du cône de frottement. Les lois de Coulomb interdisent que l'action mécanique sorte de la zone de contact. Si je reviens ici, c'est la même chose. Ça veut dire que alpha égale phi, on ne va pas le faire. Parce que alpha égale phi, ça veut dire qu'on va avoir un truc plus ou moins réversible suivant les imperfections locales du coefficient de frottement. Donc on se met soit bien à gauche de ce point pour être sûr d'être dans l'irréversibilité, soit à droite de ce point pour être sûr d'être en réversibilité. On ne se place pas à alpha égale phi ou alpha égale 90 moins phi. OK? Et pour finir, voilà, hein, ce que je vais faire, c'est encadrer le résultat que vous devez retenir. Hein, c'est-à-dire que pour une liaison avec frottement, hein, vous avez ce genre de petit tableau, hein, donc avec irréversible, avec l'angle d'hélice lié avec l'angle de frottement. Hein. OK? Et ceci, évidemment, le fait qu'il y ait du frottement, hein, ça va introduire des notions de rendement. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, une liaison hélicoïdale aura un rendement. Je verrai si je trouve un petit sujet là-dessus intéressant hein, qui permet de voir des choses intéressantes là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, pour le cours, pour moi, c'est terminé. Donc, je vais… Monsieur, pardon. Ouais, Dans le programme de première année, on n'a pas du tout de résistance des matériaux? non, non, la résistance des matériaux, et même en deuxième année, il n'y en a pas un. Ah ouais, même en deuxième année, ok. Non, la résistance des matériaux n'est pas du tout au programme de la filière PSI. Elle est au Ah oui, c'est programme… piqué, non? C'est ça, exactement. Les Ok. PP ont une part importante de résistance des matériaux qui est tout à fait logique avec leur orientation plus mécanicienne et plus art et métier. Donc oui, la résistance des matériaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance des matériaux, c'est, on va dire, la première marche de la mécanique des milieux continus. Ça veut dire que quand vous faites de la résistance des matériaux, c'est que vous avez l'outil torseur, et une fois que vous avez l'outil tenseur, vous pouvez faire de la mécanique des milieux continus. Et les tenseurs étant plus compliqués, c'est en général un peu plus tard. Donc on commence par la résistance des matériaux qui pose bien toutes les notions de contraintes, limites élastiques, loi de Hooke et tout ça. Et après, une fois qu'on a ça, on peut passer avec un truc encore plus général parce que la résistance des matériaux a une hypothèse fondamentale, c'est que les pièces étudiées sont des pièces qui ont une dimension largement plus grande devant les autres. Ce qui signifie qu'on peut toutes les modéliser grosso modo par des fils en fil droit, fil courbe, etc. Mais c'est du fil. Et ceci permet de créer toute une théorie, hein, qui est la résistance des matériaux, dans laquelle ce qui va modéliser dans chaque section droite de la poutre la notion de contrainte sera un torseur. Si malheureusement j'étudie des structures complexes, hein, faire de la résistance des matériaux est trop approché. Si j'ai une pièce vraiment avec pas du tout une dimension très grande devant deux autres, dans ce cas-là, je suis obligé de faire de la mécanique des milieux continus. Et dans la mécanique des milieux continus, on a besoin de plus d'outils mathématiques. Donc, si vous avez l'occasion d'être confronté à ces notions-là, je pense qu'en école d'ingénieur, vous ferez plus de la mécanique des milieux continus que de la résistance des matériaux, même si elle peut être faite en préalable de la mécanique des milieux continus. Voilà pourquoi nous n'avons pas du tout de résistance des matériaux en filière PSI. Mais il n'empêche que si on en a besoin pour les TIPE, il n'y a pas de problème. Hein. Que ce soit la RDM ou la MMC, hein, en tant que prof de méca, on en a mangé pas mal. Hein. Vous savez, à Cachan, on est un centre dans les meilleurs, on va dire, français au niveau de la mécanique. Hein. Donc, principalement de mécanique du solide avec la mécanique des milieux continus et même un petit peu de mécanique des fluides, hein, en association avec l'école polytechnique et Super-Héros. Hein. Ça veut dire qu'en gros, une fois que vous avez fait Cachan, hein, vous pouvez, en DEA, aller faire un DEA. Hein. Nous, on les appelait DEA jaune et DEA bleu. Hein. Le DEA bleu, c'était la mécanique des solides et le DEA jaune, c'était la mécanique des fluides qui était commun à Polytechnique et à Super-Héros.
Bon, il faut aimer les maths, hein, je ne dis pas le contraire. Parce que quand vous vous retrouvez avec des polytechniciens ou des mecs qui ont fait super-héros et que vous faites un cours de débat, inutile de vous dire que les cours de méca, on ne vous parle pas vraiment de technologie. Hein. C'est plutôt des choses qui ressemblent à ce que voit Lucas dans son TIPE, c'est-à-dire des équations intégrales de partout, des existences de solutions, des choses qui sont très pointues mathématiquement. Ouais. Parce que la mécanique est quand même une science qui est, au niveau aussi bien de la mécanique des solides que de la mécanique des fluides, très, très mathématique. Ouais. D'autres questions? Donc, si vous en avez besoin pour le TIPE 1, je dis il n'y a pas de problème, hein, mais pas dans le cours en tout cas. Ah, ok, c'était juste comme ça, c'était pas par Ah rapport ouais, non, mais vous avez bien raison de vous intéresser à ce qui est dans les programmes, hein, mais ils n'ont pas mis de RDM. Hein. Ils ont voulu garder ça en pensant, je pense, que la filière PSI étant plus ouverte, hein, voilà, si vous faites Supélec, hein, votre RDM, elle vous servira strictement à rien. Hein, et il y a beaucoup d'écoles comme ça. Quoi, hein. Donc, la filière PSI étant une filière plus généraliste, ils n'ont pas voulu donner un programme de SI trop pratique. Même si c'est hyper intéressant, et c'est souvent… beaucoup d'élèves apprécient la résistance des matériaux, on la retrouve dans le génie civil à plein d'endroits, elle est évidemment fondamentale dans plein de métiers de l'ingénieur. Hein. Que vous fassiez une coque de téléphone, n'importe quelle structure de bagnole ou d'avion, vous êtes obligé de vous poser des questions de résistance. Mais pour cela, il faut déjà avoir des notions sur les matériaux aussi, et ça fait beaucoup, beaucoup de choses à vous transmettre. Quoi. Surtout qu'il y a des petites spécificités. Hein. J'ai revu ça récemment, une de nos anciennes élèves là, qui est doctorante en mécanique des matériaux composites. Donc, par exemple, les matériaux composites étant des matériaux où on associe des fibres avec un liant, la caractéristique mécanique de ces matériaux est très importante avant de faire le calcul. Quoi. Il faut déjà bien comprendre comment se comporte la matière. Ceci fait que, comme on a beaucoup utilisé les matériaux composites dans l'aéronautique ces dernières années, eh bien, on a besoin de connaissances beaucoup sur la matière, indépendamment des méthodes de calcul et de résolution des problèmes de mécanique des milieux continus. Quoi. Donc voilà, hein, il y en a qui font des thèses là-dessus. Hein, il y a encore du boulot à faire sur les matériaux composites. OK? Donc, je mets fin à ce diaporama. Conserver. Arrêter ce partage. Voilà, OK. Et ce que je vais reprendre, c'est le petit TD qu'on avait. Alors, il faut que je fasse ça comme ceci. Alors, attendez. Donc, open board. Il est ici. Je reviens ici. Mon document, là. Le voici ici. Et donc, je vous partage cet écran-là. Alors, hop. Donc, j'avais aussi… si, je vous avais… Alors, avant d'attaquer ce TD, je vous propose, en réutilisant ce petit dessin que j'avais fait là, hein, je vais nettoyer tout ça, hein, un petit exercice très simple. Je vais prendre une gomme un peu plus grosse, ça ira quand même plus vite. Donc ça, c'était pour dire que… ah ouais, ça ne me l'efface pas cet objet, d'accord. Alors, juste pour montrer une petite application très simple des lois de Coulomb avec le contact ponctuel, et je vais pouvoir le faire ici sympathiquement, qui est un problème assez simple et en même temps assez intéressant. Hein. Donc, hop, alors je dessine très rapidement notre base. Donc, l'idée, je change de couleur. Je refais un trait, c'est ça. Comme ceci, ce serait pas mal. On va reprendre l'écriture avec un trait un tout petit peu plus fin. L'idée est assez simple, hein, c'est d'étudier l'équilibre on peut considérer d'une paille, hein, c'est ce solide rouge, hein, dans un verre.
D'accord. Alors, de longueur, on va l'appeler 2L. Hein. Bon, je vais le noter grand L. Hein. Donc, dans un verre, sans frottement. Alors, le verre, je vais l'appeler 0. Hein. C'est évidemment ce solide-là. Hein. Sans frottement. Pour vous montrer deux méthodes de résolution, hein. On va les retrouver un peu plus tard dans notre TD. Hein. Alors, l'idée, quelle est-elle? Hein? C'est de se dire, ici, il y a un contact ponctuel en A. Ici, on a un contact ponctuel qu'on va appeler B. Côté paramètres, on a évidemment ici le diamètre D du verre. Ici, on a l'angle alpha. Et évidemment, on va avoir besoin d'un point G. Alors, je vais tout de suite le dessiner à droite de B, hein, pour une raison assez simple. Hein. On voit très bien que si on veut avoir équilibre, il faut que le point G soit à l'extérieur du verre. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il existe une relation entre L, alpha et D, de façon à ce qu'il y ait équilibre de la paille posée comme ceci dans le verre, sachant qu'on est sans frottement. OK ? Et je me propose de faire une résolution de ce problème-là d'une façon d'abord analytique. Donc voilà, on écrit les équations et on regarde si on peut résoudre, ou de façon graphique, et on verra là que, évidemment, c'est assez simple graphiquement qu'on a bien traduit les hypothèses. Donc la première façon, je disais, c'était analytiquement. Hein. En disant, alors je vais faire mes forces en vert, en disant, si, alors vous voyez que la petite particularité, hein, c'est que s'il y a un contact ponctuel sans frottement en A, ça veut dire que la normale, la force est collinaire à la normale. Alors, je vais mettre en place évidemment des repères. Donc, je pourrais associer au solide 0 en repère, que j'appellerai évidemment x0, et la verticale, on l'appellerait y0. Évidemment, Z0 serait normal au plan, hein, classiquement. Donc, je vous rappelle, hein, classiquement, dès qu'on fait des problèmes plans, la normale Z et la normale au plan XY, c'est dans le plan. Et si je change ma couleur, je peux aussi associer à ma barre 1 le repère que je qualifierais ici de X1, Y1. Désolé pour le truc qui n'est pas très droit. Et vous voyez bien qu'évidemment, ceci impose Z0 égale Z1. Hein. Classiquement, on fait coïncider les deux repères Z, ce qui nous permet de faire tourner X1, Y1 par rapport à X0, Y0. Vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que je ne mets pas de sens à l'angle alpha. C'est classiquement en statique, ce n'est pas absolument nécessaire. Autant en cinématique, c'est nécessaire pour des histoires de signes, autant en statique, on peut souvent travailler avec des angles non orientés et ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il y a un contact ponctuel en A entre 0 et 1, que ce contact ponctuel dépend d'une normale. Quelle est la normale au contact au point A? C'est x0. Donc, ça veut dire que la force que je vais noter NA et que je vais représenter en vert ici, elle doit être selon x0. Alors, je vais la mettre un tout petit peu plus épaisse. Voilà. Et je vais la mettre de type trait. D'accord. Ici, vous avez une force que je vais appeler évidemment NA. Donc, elle est en composante positive NA et elle est portée par X. OK? De la même façon, on pourrait définir au point G. Alors, évidemment, si on est dans un verre, on est dans un champ de pesanteur. Donc, il y a ici un vecteur qu'on appelle le poids qui s'applique au milieu de la barre, donc à une distance. Oups, il faut que je me remette. Donc là, c'est le poids P. Et enfin, au niveau du point B, nous avons aussi un contact ponctuel. Quelle est la normale au contact au point B? Je vous écoute.
Ça se Elle voit, est non? selon Y1. Elle est selon Y1. Donc pareil, hein, je reprends ici. Hein, et donc on peut dire qu'ici, orthogonalement à la direction de la paille, hein, il existe. Alors, j'espère que mon orthogonale est assez. Alors, je vais rajouter un petit symbole d'orthogonalité hein, pour qu'on comprenne bien. Hein. Évidemment, ici, il existe une composante qu'on va appeler NB Y1. D'accord? Alors, on voit assez rapidement hein, que le point G est obligatoirement à droite de B. Pourquoi? Parce que si le point G était à gauche de B, eh bien, on voit bien que ces deux forces auraient tendance à faire tourner dans le même sens. Et donc, on ne risque pas d'avoir la somme des moments égale 0. Okay, donc, pour avoir une chance qu'il y ait équilibre, il faut que la paille soit suffisamment longue pour que G soit à droite de B et que comme ça, si je regarde par rapport au point B, le moment de G est négatif, le moment de A est positif et ça a une chance de faire 0. Donc maintenant, si je reprends une couleur un peu plus classique, je vais dire si 1, donc si le solide 1 est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen, alors je peux en déduire deux équations. La première va être l'équation vectorielle de force, donc le bilan des actions mécaniques a été représenté ici. Donc je peux écrire que NA porté par X plus NB porté par Y1, donc moins le poids porté par Y0. Monsieur, d'ailleurs, vous Ouais. l'appelez X, mais c'est X0. Ouais, tout à fait. OK? Donc, on a NAX0, ça, plus ça, plus ça. Donc, j'ai écrit ça, moins P selon Y0 égale 0. Donc, ça, c'était évidemment la somme des forces égale 0. Et j'ai besoin de rajouter la somme des moments. Et donc, la somme des moments, je peux la faire en A, en B ou en G. Donc, si je me rappelle un petit peu de la règle, hein, ça me permet de la rappeler. Je la mets au point où il y a le plus d'inconnus statiques. Donc, évidemment, je ne vais pas prendre G, mais je pourrais prendre A ou je pourrais prendre B. Donc, est-ce que c'est plus simple dans un cas que dans l'autre? Non, en A plutôt non. Ouais, en A, ça serait pas mal, je crois. Hein. Donc, évidemment, faire la somme des moments A permet de se débarrasser du moment de l'action NA, puisque c'est une force ponctuelle appliquée en A, donc son moment est nul. Donc, on va écrire que le moment A, donc excusez-moi, j'ai écrit en noir. Petite gomme, ça sera plus simple. Donc, je vais écrire que le moment en A de la force P plus le moment en A de l'action NBY1, ceci doit faire 0. Donc, somme des forces, somme des moments. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à, on va dire, dérouler tout ce calcul. Hein. Donc la première chose que je vais faire, c'est décomposer sur XY, par exemple, la somme des forces. Donc en projection selon X0, évidemment, ici, on va retrouver NA. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'évidemment, l'angle alpha qui était entre l'horizontale et cette droite rouge eh ben, va se retrouver entre la verticale au point B ici. Donc là, on va retrouver l'angle alpha. Hein. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en projection selon x0, NB va donner moins NB facteur de... C'est quoi qui apparaît ici? Composante selon x0. Sinus alpha. Sinus alpha est égal à 0. Donc ça, c'est la première qui dit en gros, ça plus cette composante-là doit faire 0. On voit bien que sur mon dessin, j'y suis pas du tout. Si je fais la composante selon y0, qu'est-ce que je m'aperçois? Je vais retrouver mon NB, cette fois-ci, fois cosinus alpha. Et évidemment, ceci moins le poids qui, lui, est selon y0, qui doit faire 0.
Donc, voici la deuxième équation. Donc, ceci était la projection selon la direction x0. Ceci était la projection selon y0. Et évidemment, il va falloir maintenant que j'écrive mon équation scalaire de moment. Je vous rappelle que le PFS, dans un cas d'un problème plan, donne 3 équations. Et ces 3 équations vont être le moment A du poids. Alors, le moment A du poids, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut cette distance que je représente ici. Donc là, ça serait la distance de ce point que je vais appeler H. Ça serait AH fois le poids. Et qu'est-ce que vaut la distance AH? Et si je regarde, eh bien évidemment, ici, j'ai un triangle rectangle. Donc là, ici, donc là, j'ai mon point H. Donc déjà, je peux faire une relation dans ce triangle rectangle, qui est que ici, je sais que la distance entre A et G, c'est L. Donc ça, c'est l'hypoténuse de mon triangle. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le côté opposé, pardon, le côté adjacent à l'angle. Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire apparaître un cosinus alpha. Alors, je vais écrire la relation ici. Cosinus alpha, donc c'est côté adjacent à H sur hypoténuse qui vaut L. OK. Donc, ceci me permet assez facilement de déterminer que AH, ça vaut L cosinus alpha. Ouais, c'est plus petit, c'est logique. Donc, c'est L la longueur fois un truc qui est inférieur à 1. Et évidemment, ceci sera fois le poids. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ce moment est positif ou négatif? Donc, je sais que la valeur, ça va être L cos alpha fois le poids. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je mets un plus ou un moins devant? Alors, l'idée est assez simple. Si on fait le moment A, on se pose la question de, quand je suis placé au point A, est-ce que cette force fait tourner dans le sens qui amène X vers Y ou Y vers X? On voit bien que quand on est en A, la force qui est ici, elle a tendance à faire pivoter notre système dans le sens que je montre avec mon curseur. Donc, ceci, ça amène Y vers X. Donc, évidemment, c'est un moment négatif. OK? C'est ce que j'avais dit au départ, c'est qu'il faut que les deux moments soient de signes opposés pour avoir une chance d'avoir équilibre. En gros, que G soit à l'extérieur du verre et pas à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai besoin de rajouter le moment A de l'action NBY1. Alors ça ne va pas être beaucoup plus difficile, puisque ça va être la longueur AB fois NB. Et pareil, AB, j'aimerais bien l'exprimer en fonction de mes paramètres. Et là, je m'aperçois que j'ai un deuxième triangle rectangle ici. Donc ce point, si ça c'était H, celui-ci, je vais l'appeler J. Et dans le triangle AJB, je suis intéressé par la longueur AB, sachant que je connais la longueur AJ. Donc c'est encore une fois le cosinus de l'angle alpha qui est égal à AJ qui m'intéresse, divisé par D. OK? Donc la longueur que... Alors attendez, AJ... Non, pas du tout. Je C'est recommence. D sur AB. Oui, là, je suis parti dans le mur. On recommence une fois. Donc, j'ai dit que dans ce triangle-là, ce qui m'intéressait, c'était la longueur AB. Donc, voilà. Donc, cosinus alpha, c'était D, divisé par ce qui m'intéresse, c'est-à-dire AB. Donc, cette fois-ci, on peut dire que AB, c'est égal à D sur cos alpha. Évidemment qu'il va falloir rajouter en plus la force NB fois cette longueur AB. Et cette longueur AB, on a dit que c'était D sur cosinus alpha. Et ça doit faire 0. Et ça, évidemment, c'est la projection selon Z0 du moment point A. Et voici maintenant notre système. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose de sympathique avec tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai du PL, là, je vois que j'ai du NB. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'équation, alors classiquement, on va numéroter ces équations 1, 2 et 3. On voit qu'ici, l'équation de moment, elle fait apparaître NB, que NB il va être remplacé avec le poids. Donc, je peux déjà travailler avec 2 et 3. Donc, si je mets NB dans l'équation 2, NB est égal à P divisé
par cosinus alpha. Donc ça, c'est l'équation 2. Donc j'ai isolé NB. Si je le remplace ici, j'obtiens moins PL cosinus alpha plus P fois D sur cosinus carré alpha est égal à 0. Bon, j'ai toujours l'équation, hein, je pourrais trouver que NA est égal à NB sinus alpha. Et NB étant égal à P sur cos alpha, ça veut dire qu'on obtiendrait P sur tangente alpha. Donc vous voyez que la force NA comme la force NB sont déterminées uniquement avec le poids, assez logiquement. Et qu'il y a quelque chose d'assez intéressant ici, je prends une couleur, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette équation, le poids P peut s'enlever. D'accord? Donc je peux enlever ce terme-là et ce terme-là. Et que maintenant, il reste quoi? Il reste une relation entre alpha, L et D, que je vais pouvoir manipuler un tout petit peu, c'est ce que je vais faire là. Donc si je passe ce terme de l'autre côté, et donc c'est assez simple, je le fais directement de tête, on obtient cosinus cube alpha, qui est égal. Alors donc en fin de compte, j'ai fait passer ce terme-là de l'autre côté, j'ai remonté le cos carré, et donc on obtient cosinus cube alpha est égal à D sur L. OK? Résultat intéressant, ça veut dire quoi? De façon assez simpliste mathématiquement, évidemment, pour avoir une chance d'avoir un alpha, il faut que le rapport D sur L soit plus petit que 1. Et qu'est-ce que ça veut dire que D sur L soit plus petit que 1? Ça veut bien dire que D doit être inférieur à L. Donc, c'est ce qu'on a dit, il fallait que la longueur de la paille soit suffisante pour que G sorte de cette dimension-là, quoi. Et ce que ça signifie, ça veut dire que, ayant fixé, par exemple, D et L, de façon à ce que D sur L soit inférieur à 1, il existera toujours un alpha qui permettra d'équilibre, qui sera rien d'autre que la racine cubique de D sur L, et ça sera le cosinus de alpha. Et j'insiste, tout ceci a été trouvé dans un cas sans frottement. OK? Et ceci est de l'arc-boutement. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du poids de la paille. Si vous êtes dans la bonne position, vu que le poids P s'est simplifié, il y aura des forces NA et NB qui vont croître en fonction de P, mais ceci va rester un équilibre à partir du moment où vous avez cette valeur-là qui sera assurée. Alors vous allez dire, c'est le contact sans frottement, ça n'existe pas, il y a obligatoirement du frottement. Ça veut dire qu'il y a d'autant plus de chances qu'on arrive à avoir un équilibre. OK? Donc ça, c'était la résolution analytique. Maintenant, on va y donner un sens très physique. Alors, est-ce que je peux... Oui, je peux la dupliquer, celle-ci. OK, donc voici, je suis sur ma duplication. Je prends ma gomme et j'efface un petit peu des choses. Je garde mon résultat. Et là, je vais tout simplement aussi... ça, je peux effacer. Je vais tout simplement continuer un petit peu sur cette figure en disant, alors je vais me mettre avec un trait un tout petit peu plus fin. Une fois qu'on a ces tracés, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pièce 1 est une pièce qui est soumise à 3 forces, 3 glisseurs, ce glisseur-là, ce glisseur-là et ce glisseur-là. Donc, de façon complètement en application du cours, donc la deuxième façon, ça serait graphiquement, en se servant un petit peu plus. Donc, j'ai dit donc graphiquement. Donc, le support de l'action en A est connu. C'est quoi? C'est la droite qui passe par le point A et qui est dirigée par la direction x0.
OK. Donc, c'est ce qu'on avait dit ici, contact ponctuel sans frottement, ben, c'est cette droite-là qui porte l'action A. Le support en B est lui-même connu, puisque ça passe par le point B et c'est dirigé par Y1. Et le support du poids est lui-même connu, puisque c'est quelque chose qui passe par le centre de gravité, qui est évidemment au milieu de ma pièce, s'il est considéré comme homogène, et qui est dirigé par Y0. Donc, si je veux représenter la chose en faisant un tout petit peu de ménage auparavant, donc j'enlève un tout petit peu ces forces, en disant, je vais essayer de représenter quelque chose qui serait correct, au sens... alors, j'efface un petit peu mon vert, mais ce n'est pas gênant. Donc, je vais refaire dans les couleurs vertes, cette fois-ci, les axes, les supports. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'évidemment, l'action A, est-ce que je peux la redescendre un petit peu, cet objet? Ouais, je peux pas. J'aimerais bien pouvoir le descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, ceci représente le support de l'action A. Si je dessine, évidemment, j'ai besoin d'enlever ça pour représenter le support de l'action B, dont on sait qu'elle est normale. Alors, je vais essayer de le faire proprement. D'accord? Donc, ça, c'est le support de l'action B. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'évidemment, si j'applique le cours, pour qu'il y ait équilibre, ça veut dire que, évidemment, la somme des moments en ce point doit être à 0. Donc, la seule solution qui est acceptable, c'est évidemment de respecter la direction verticale et de passer. Alors, je vais le déplacer comme tout à l'heure, puisque, oh là, je ne l'ai pas fait droit. Je recommence, j'essaie de faire mieux. Toujours pas passant par le bon point, mais je vais essayer de le faire bouger maintenant. Puis-je récupérer cet élément-là? Oui. Est-ce que je peux le faire bouger? Oui. Vous voyez, il doit passer obligatoirement en ce point-là. Donc, ce que ça signifie, c'est que le point G que j'avais dessiné ici, il doit réellement être ici. D'accord? Les trois axes centraux doivent être concurrents au même point. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où j'ai cette condition, c'est ce qui va me permettre, alors là, il faudrait faire de la trigonométrie, de retrouver cette formule-là. Tout simplement en raisonnant sur ses longueurs et sur sa position ici. On retrouve le cos cube égale D sur L. Et ce qu'on peut voir aussi de façon assez naturelle, c'est que je peux sans problème trouver trois vecteurs qui, si par exemple j'impose le poids, donc je le mets n'importe où, je vous rappelle, je dis le poids étant imposé, donc P étant connu, je connais le poids de ma paille, eh bien il existera toujours une force NA et une force NB, de façon à faire en sorte que, alors est-ce que je peux le faire comme ça? Donc, est-ce que je peux le dupliquer? Le voilà. Donc là, j'ai ma direction NB, que je peux mettre comme ceci, par exemple. Et évidemment, je peux trouver de façon unique la valeur de NA. Et ce que vous voyez, c'est que maintenant, je n'ai plus qu'à faire en sorte, maintenant que je sais que la verticale descendante, c'est P, P plus cette composante, qui va évidemment être égale à NA portée par x0, plus celle-ci doit faire 0. Donc évidemment, celle-ci n'est pas très jolie du tout. Celle-ci, c'est NBY1. Alors, alors attendez, j'essaie d'améliorer un tout petit peu les choses. P, il est à gauche, donc c'était juste pour le dessiner. Je vous écoute. Donc là, si le point G il est trop à droite, là, comme sur le schéma, il n'y a pas équilibre. Eh bien, oui, en fin de compte, une fois que vous avez une configuration qui est définie par la position du point A et du point B, d'accord? Une fois que vous avez défini, en fin de compte, on a une liaison, on a une équation qui assure d'avoir équilibre si on a cos Q à alpha égale D sur L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai positionné D est imposé par mon dessin, alpha ici je l'ai imposé,
Donc là, je n'ai plus le choix, mon point G doit être ici. Parce qu'il doit y avoir la somme des moments. Si le point G est un petit peu à droite, la somme des moments ne sera pas égale à 0, mon truc il va remonter, il va glisser. S'il est un petit peu à gauche, il ne pourra pas y avoir la somme des moments égale à 0. Dans ce cas-là, il va pivoter dans un sens ou dans l'autre. La seule solution, c'est que les trois supports des forces soient concurrents en un même point. Le point, il est ici, je crois que je suis en noir. Classiquement, ce point-là, c'est W. Vu que j'ai cette direction-là et que j'ai cette direction-là, la troisième est imposée et me dit exactement où doit être le point G. Et comme la distance entre A et G, c'est L, ça veut dire qu'ici, vous avez deux triangles rectangles dans lesquels vous pouvez raisonner pour voir en quoi cette construction impose cosinus cube alpha égale D sur L. Et ce que vous voyez, c'est que c'est un arc-boutement, puisqu'une fois que j'ai le support de cette force qui passe par W, maintenant, quelle que soit la longueur du poids P, je pourrais toujours trouver... Alors, vous avez bien compris, quand j'ai dessiné ces trucs-là, c'est que j'ai fait du copier-coller pour être en parallélisme. La force qu'on appelle NA, elle commence ici et elle termine là. Et la force NB, évidemment, elle est en somme vectorielle nulle, donc elle commence ici et elle finit là. Et quelle que soit la longueur que je donne au poids, je pourrais toujours trouver celle-ci et celle-ci de façon à avoir la somme égale 0. Donc si je peux toujours assurer par un dessin qui est évidemment quelque chose de... C'est un espace vectoriel, ça. Donc ça, je vous rappelle que ce dessin-là, je peux le faire n'importe où, puisque c'est une somme de vecteurs. Et que cette somme de vecteurs, je peux la déplacer en n'importe quel point. Si cette somme est assurée, ça veut dire que j'assure la somme des forces égale 0. Si j'ai intersection des trois axes centraux au même point, ça veut dire que j'assure la somme des moments. Et donc, si j'assure la somme des moments et la somme des forces, ça veut dire qu'il y a équilibre. Okay. Si évidemment, il y en a une des deux que je ne peux pas assurer, il n'y a pas équilibre. Puisque c'est la contraposée du PFS. Si le système est en équilibre, alors la somme des forces égale 0. Évidemment, si la somme des forces n'est pas égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas équilibre. Okay. Et ça, c'est une résolution, comme vous voyez, je ne fais pas d'équation, j'utilise mes hypothèses, contact sans frottement, il est selon la normale, il est selon la normale. Une fois que j'ai l'intersection des deux premiers, je trouve que le point G doit être obligatoirement ici. Si G il est à droite, ça va pivoter dans ce sens-là, et donc ça va glisser ici, et ça va faire pivoter. S'il est à gauche, évidemment, il ne peut pas y avoir équilibre, dans ce cas-là, ça va pivoter dans l'autre sens. La solution pour qu'il y ait équilibre, c'est celle que j'ai dessinée. C'est la seule et l'unique et qui correspond à une liaison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le diamètre D du verre et la longueur L de la paille, vous trouvez l'angle qui permet l'équilibre. C'est la racine cubique qui donne son cosinus alpha. Et vous pouvez évidemment fixer deux parmi ces trois paramètres. Si vous voulez absolument avoir un équilibre qui se fasse à 10 degrés et que vous avez le diamètre de verre, il faudra trouver la longueur de la paille qui permet d'avoir cette relation. Et à partir du moment où vous assurez cette relation, il devrait y avoir équilibre. Voilà. OK? Donc ça, c'est un exercice qui, à mon avis, va bien vous aider pour le premier exercice du TD4 sur l'équilibre d'une personne qui monte sur une échelle. À peu près la même. OK? Et dans le temps qui nous reste, parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps, on va revenir sur le TD3. Alors, j'avais fait ça pas très joliment. Je peux peut-être... Ça ne devrait pas effacer mon camion, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, c'était XY ici, on ne s'était pas embêté avec les indices. Donc, ce qu'on avait dit au départ, c'est que pour trouver le centre de gravité d'un camion, on ne risque pas de l'accrocher en deux points pour essayer de trouver ou faire barycentre. La meilleure méthode, c'est une méthode pratique de mesure des actions sur les essieux. Et l'essieu étant l'ensemble des roues avant, qu'on appelle l'essieu avant, l'ensemble des roues arrière, qu'on appelle l'essieu arrière. Évidemment, ceci donnait naissance, le fait qu'il y a un poids, donc le poids, c'est évidemment une force verticale vers le bas. Vous voyez, si je voulais être rigoureux, il faudrait que la longueur soit exactement la même. Un petit CTRL Z, je vais la refaire un peu plus large et je vais mettre mes vecteurs. Vous voyez, normalement, il faudrait que la longueur de ce vecteur soit exactement la somme de NA plus NB. Et ceci, c'est évidemment le poids du camion. Donc, dans la première question de ce TD,
On vous dit, bah, on connaît l'empattement, hein. Donc l'empattement d'un véhicule, c'est la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière, hein. Donc ici, on vous avait dit que la longueur AB, c'est ce qu'on notait grand E, et ça valait pour un camion. Alors ça, c'est pas du très gros camion, hein, c'est ce qu'on appelle des 20 tonnes, hein. C'est les camions qui sont des semi-lourds, hein, qui permettent, alors ça ressemble pas tellement à ça, souvent c'est plus rectangulaire, hein. C'est des camions à 2 essieux, hein, qui permettent le transport de marchandises, hein, mais qui ne sont pas des semi-remorques qui sont quasiment au double du poids, hein. Si vous regardez, 38 tonnes et 20 tonnes, hein, c'est quasiment la moitié en charge utile. Et donc ici, on a AB qui est égal à petit e, on a le rayon du pneu, on a le rayon du tambour pour la fin, la largeur des garnitures, donc, et on vous dit que le vecteur AG, hein, qui est la position de G dans le référentiel camion, hein, est égal à LX plus HY. Et donc le problème, c'est de trouver ça. Donc on sait qu'ici, il y a une distance qui s'appelle L, ici, il y a une distance qui s'appelle H, et donc on veut trouver d'abord le centre de gravité du camion. Donc on mesure les composantes d'action mécanique en A et en B. Donc ces composantes, elles sont évidemment NA portées par Y, et ici NB porté par Y, hein, sachant que le poids, on pourrait l'écrire moins P, lui-même porté par Y. Alors quand on vous dit, on connaît NA, NB, trouvez L. Vous pourriez faire, souvent quand je faisais cet exercice avec les élèves, souvent certains le faisaient en faisant une moyenne. Et c'est ce que je disais, c'est pas parce que dans un cas particulier, la moyenne marche qu'elle va marcher dans tous les cas. Ce qui marche dans tous les cas, c'est le PFS. Donc, je préfère appliquer le PFS au camion en disant si j'applique le principe fondamental de la statique à l'objet camion, hein, qui est évidemment en équilibre par rapport au référentiel galiléen, hein, j'obtiens 2 équations, hein, pas 3, hein, parce que la projection sur X va me donner 0 plus 0 égale 0. Hein. Je vais obtenir évidemment une première équation qui va être que NA plus NB moins le poids est égal à 0. Donc ça, c'est la projection selon la direction Y. OK. Après, je peux faire l'équation de moment. Hein, je vais la faire autour de A. Donc l'équation de moment en A va me donner moins L fois le poids, plus l'empattement fois NB, qui fait 0. Et ça, c'est par rapport au point A. C'est l'équation de moment. Et il n'y a pas évidemment de composante sur X, hein, parce que sur X, on va avoir 0 plus 0 plus 0 égale 0. Alors, on s'aperçoit qu'à la fois, eh bien, connaissant NA et NB, on va retrouver le poids du camion. Donc, dans cette équation, je peux substituer P par NA plus NB. Et une fois que j'ai substitué ça par, eh bien, je vais pouvoir trouver le paramètre qui m'intéressait, c'était L. Donc, on peut en déduire de l'équation 2 que L est égal à ENB sur le poids, et le poids valant tout simplement NA plus NB. OK? Donc, ceci me permet de trouver la distance en application numérique. Hein. On m'avait donné donc en gros 7 tonnes sur l'essieu avant, 13 tonnes sur l'essieu arrière. Donc, ceci doit faire en application numérique 4 fois NB, donc c'était 130 000. Je mets les 3 zéros sur la somme qui faisait 130 000 plus 70 000, 200 000. D'accord, hein. Et si vous faites le calcul, ça doit faire ce qui était proposé dans les L égale 2,6 mètres. Oups, 2,6 mètres en application numérique. Simple comme question, c'est là où je disais que ça ressemblait à une formule de barycentre, hein, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas barycentre, c'est l'application du PFS. Ouais. Alors évidemment, on voudrait trouver le deuxième paramètre. Hein. Une fois qu'on a trouvé la position horizontale du centre de gravité, on voudrait trouver la position verticale du centre de gravité. Et comme je vous avais dit, hein, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on cale le camion. Donc on vient faire monter par l'intermédiaire d'une pente le camion sur une petite hauteur qu'on connaît. Ici, on vous dit la hauteur du calage, c'est 20 cm. Hein. Donc on a fait monter le camion sur un trottoir de 20 cm de haut. Hein. Et ceci a permis tout simplement de faire tourner le référentiel camion par rapport au référentiel XY. OK.
Et on peut assez facilement voir que dans le triangle rectangle qui est ici, la tangente, alors ce serait le sinus normalement. Le sinus de alpha, c'est égal au côté opposé, 20 cm, ce qui fait 0,2 mètres, divisé par le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est toujours l'empattement, donc c'est 4 mètres. Mais je vois bien que 0,2 sur 4 est quelque chose de petit et que ceci sera environ égal à la tangente alpha. Vous verrez pourquoi j'aurai plus besoin de la tangente alpha. Approximation des petits angles, le sinus et la tangente, c'est à peu près la même chose. Bon, Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir une seconde sur ouais, le évidemment. diapo d'avant? Ouais. Ok, merci. C'est bon? Celle-là, elle est relativement simple. Ouais, ouais, c'est bon. Voici maintenant celle-ci. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que tout simplement, on a fait monter le camion sur une cale à l'arrière et on a mesuré la nouvelle charge à l'avant. Donc, je vais évidemment remettre mon vecteur. Donc, les actions, le poids n'a pas changé de direction. Ce n'est pas parce que vous vous inclinez que l'action mécanique de la Terre change de direction. Donc, on a toujours le poids qui est dirigé par Y, non pas Y1. Donc, ça veut dire que la nouvelle force N' est toujours selon Y et que la nouvelle force N' B est toujours selon Y. OK? Donc, je n'ai plus qu'à écrire le PFS. Donc, dans l'équation 2, on fait exactement la même chose. On applique le PFS au système isolé, qui est évidemment le camion. Monsieur, je vois Ouais. pourquoi une prime B, c'est selon Y et pas selon Y1. J'ai pas compris. Essayez de. Je sais pas compris pourquoi N prime B, c'est selon Ah. Y et pas selon Y1. Eh bien, parce que c'est l'existence de l'attraction de la Terre qui, elle, est toujours selon Y, qui crée des actions au niveau du contact. Et à partir du moment où vous faites tourner un objet, vous ne changez pas la direction de l'action mécanique de pesanteur. Donc au total, ce dont vous êtes sûr, c'est que le camion est soumis à la pesanteur qui se modélise par une force dirigée par Y. Donc si vous mettez des composantes selon Y1, vous allez vous apercevoir qu'il y aura une composante selon Y1 à l'avant, une composante selon Y1 ici, et que la somme de ces trucs-là va faire 0, mais vous ne saurez pas comment les calculer. Vous allez les retrouver avec un système hyperstatique. Donc la logique voudrait tout simplement que le fait d'être incliné incline quelque part la géométrie, mais ne change rien aux directions d'action mécanique qui proviennent de l'action mécanique de la Terre. En gros, le poids étant toujours vertical, les réactions qui vont permettre l'équilibre doivent être toujours verticales aussi. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Merci. Donc, je reviens avec mon PFS. Donc, évidemment, le PFS va donner deux équations aussi, puisque on va retrouver le fait que la nouvelle composante à l'avant plus la composante N'B moins le poids est égal à 0. Évidemment, le poids du camion n'a pas changé si je le monte sur une masse, enfin sur un objet. Et c'est l'équation de moment qui va changer. Et donc, l'équation de moment, c'est là où ça peut être un petit peu compliqué. C'est là où on peut utiliser les outils vectoriels. Ça veut dire que si on regarde, enfin, ce n'est pas très compliqué, il faut que je fasse le moment A de G. Donc, le moment A de G est égal au moment G plus AG vectoriel P. OK? Et évidemment, il faut que je fasse le moment de celui-ci qui va valoir AB vectoriel N'B porté par Y. Et ceci, ça fait 0. Donc ça, c'est l'équation de moment au point A. Et ce qui est sympathique, c'est que maintenant, évidemment, AG vectoriel P, donc je vais travailler que sur l'équation 2. AG était écrit au départ dans le référentiel XY, maintenant il est dans le référentiel X1, Y1. Donc ça veut dire que AG est égal à LX1 plus HY1 vectoriel moins PY. D'accord? AB, qu'est-ce que c'est? C'est EX1 vectoriel N'B porté par Y. Et ça fait 0. OK?
Alors, on voit que ça va faire des produits vectoriels, tout ça va faire qu'une équation scalaire, hein, qui va être selon Y. Hein. Donc, si je regarde, j'ai évidemment un terme qui va être moins LP. Donc, j'exécute ces produits vectoriels, hein, tout simplement. Hein. Donc, j'obtiens moins L fois P x1 scalaire Y, x1 vectoriel Y, pardon. Ce qui va faire le sinus de l'angle entre x1 et Y. Et le sinus de l'angle entre x1 et Y, ça va faire x1 x alpha plus pi sur 2. Donc ça va faire un cosinus alpha, hein. On pourra considérer que ça fait 1 assez facilement puisque l'angle est petit. On va trouver un terme qui va être moins HP, donc Y1 vectoriel Y. Donc celui-ci va faire un sinus alpha. Et après, il va y avoir évidemment un terme qui va être plus E N'B, X1 vectoriel Y, c'était celui-ci. C'était un cosinus alpha qui doit faire 0. Monsieur, vous avez marqué Ouais. quoi, s'il vous plaît, au niveau de B pour la hauteur? Alors, j'ai dit, alors ici, j'ai dit, je ramène tous mes moments en point A. Donc, j'ai AG vectoriel P plus AB vectoriel N'By. Après le AG, il faut comprendre que comme le camion a tourné, c'est un vecteur qui s'exprime toujours sous la forme Lx plus Hy, sauf que le x et y, c'est le référentiel 1. Donc, j'ai Lx1 plus Hy1 vectoriel moins Py. Vous pouvez lui parler au niveau de la roue sur le dessin, monsieur. Alors, sur le dessin, là, ici, La petite hauteur, là, vous avez marqué. là, j'ai marqué Oui, 20 voilà, mais cm. juste à droite, là, le 2. 20 Ah, cm. d'accord. On vous dit dans le sujet que le camion est maintenant calé de 20 cm sur l'essieu arrière. On mesure la nouvelle charge sur l'essieu avant, 73 750 newtons. Donc, pour donner un sens physique, dans le premier cas, on avait 7 tonnes sur l'essieu avant. Maintenant qu'on le cale de 20 cm, on a 7 tonnes et 350 kg. OK ? Donc, on revoit tout simplement qu'évidemment, il y a conservation du poids. Hein. Ça veut dire que la somme de la nouvelle composante sur A plus la nouvelle composante sur B fait toujours le poids. Hein. Donc, en gros, si on a enlevé 350 kg, si on a rajouté 350 kg à l'avant, on a enlevé 350 kg à l'arrière, puisque le poids du camion n'a pas changé. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans l'équation de moment, maintenant apparaît le paramètre qui nous intéressait, qui était petit h, puisque je vais chercher à résoudre cette équation en h. Alors là, je l'ai fait avec une méthode vectorielle, hein, pour essayer de me débarrasser. On aurait pu voir tout simplement qu'on aurait pu décomposer selon x, y la force. Vous voyez, hein, si je prends mon trait, je le fais en rouge et pas trop épais, on pourrait très bien décomposer dans le référentiel x1, y1 le poids en disant que c'est la somme d'une force qui serait comme ceci. Pardon. OK. Plus une force qui serait comme ceci. D'accord? Cette force, la petite, c'est évidemment, ici je retrouve l'angle alpha. Hein. Je vous montre qu'on peut avoir plein de... Là, c'est la valeur de alpha. Hein. Donc, on voit bien que le poids P se décompose en P cosinus alpha. Cette valeur, c'est P sinus alpha. Hein. Et cette valeur de P sinus alpha, elle crée un moment qui va être HP sinus alpha, qui est évidemment dans le signe opposé. Donc là, c'est un plus. Ouais. Celle-ci, elle crée un moment qui est moins. Celle-ci, elle crée un moment qui est plus. Donc là, attention, hein, dans mon produit vectoriel, j'avais été un peu vite dans mon cosinus de pi sur 2 plus l'angle. Là, j'ai un plus. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé la force P en P cosinus alpha, P sinus alpha. Hein. Donc, P sinus alpha s'applique en G, P cosinus alpha s'applique en G. P cosinus alpha crée un moment qui amène Y vers X quand on regarde au point A. Donc, ça fait un moment qui est donc cette distance qu'on a appelée L fois la force P cosinus alpha. La composante qui s'appelle P sinus alpha, elle crée un moment qui, lui, est positif puisqu'il amène X vers Y avec la hauteur H, puisque c'est cette hauteur qui fait le bras de levier, hein, H fois P sinus alpha. Et évidemment, après, on obtient à peu près la même chose. Hein, la composante N'B qui nous intéresse, elle est multipliée par le terme cosinus alpha. Et là, en plus, elle est dans le même signe que lui. Hein.
Et ce que vous voyez, c'est que dans cette relation, on peut isoler ce qui nous intéresse, c'est-à-dire H. Donc H égale, je fais ça en termes un peu plus gros, donc il faut que je passe de l'autre côté, donc il va y avoir un terme qui sera LP cosinus alpha moins E N'B cosinus alpha aussi, tout ça divisé par P sinus alpha. Alors je vais pouvoir simplifier ça assez simple, bien mieux. Alors pourquoi? Eh bien parce que ici, P s'en va, donc il reste donc du L sur tangente alpha. D'accord? Ça c'est N'B, hein, attention. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On obtient donc moins E et N'B, on va garder ça sous cette forme, hein, moins E. Donc N'B, si on regarde, c'est P moins N'A, hein, puisqu'on connaît quand même P moins N'A. Donc cos alpha sur sinus alpha, qui ferait P tangente alpha. C'est pour ça que je vous disais que j'avais besoin de la tangente. Et ce que vous voyez, c'est que comme on connaît le poids du camion qui n'a pas changé, L qu'on connaît tangente alpha, hein, et bien tangente alpha valence 0,2 sur 4, hein, ceci nous permet de trouver H. OK? Et on obtient le résultat à peu près du sujet, hein, qui était 1,5 mètres. Ouais. Donc je remonte un tout petit peu sur le premier calcul, hein. Donc ici on avait trouvé que L, qui était la position horizontale du centre de gravité, c'était ENB sur NA plus NB, tout simplement, hein. On connaissait NA et on connaissait NB, qui étaient les charges sur l'essieu avant et l'essieu arrière. Ceci permettait de trouver, vous voyez, je le dis souvent, si vous avez 2 pèse-personnes chez vous, vous pouvez voir si vous êtes un garçon ou une fille équilibrée. Vous montez un pied par pèse-personne. La somme de ce qui est marqué sur les pèse-personnes va vous donner votre poids, hein. Mais surtout, si vous avez la même valeur, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien équilibré. Vous avez exactement votre centre de gravité dans votre centre de symétrie. Sauf que je pense que vous n'êtes pas bien équilibré. Est-ce que pour ça, il faut qu'on soit pile au milieu des deux ou ça Ah non, ça ne change rien. Ça Ça change change rien. Ah non, 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 tout à fait. Hein. Ok. Ah non, puisque globalement, vous êtes soumis à 3 actions mécaniques. Hein. Votre poids est la résultante de la balance sur le pied gauche et la résultante de la balance sur le pied droit. Donc ce que vous savez, c'est que les sommes des 2 balances vont faire votre poids, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que vous avez marqué exactement la même chose à gauche et à droite? Et vous n'aurez pas la même chose, parce que vous êtes symétrique extérieurement, mais que vous n'êtes pas symétrique intérieurement. Et oui, votre poids dépend de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et si vous raisonnez un petit peu, vous voyez très bien que le cœur est à gauche, que le foie est à droite, et donc au total, la répartition de masse ne fait pas des gens équilibrés. Vous n'êtes pas déséquilibré parce que vous êtes en prépa, vous êtes tout simplement déséquilibré parce que vous avez les organes pas toujours symétriques par rapport au plan médian, quoi. Le cœur, il n'est pas au milieu, le foie, il n'est pas au milieu. Vous voyez, la nature a latéralisé notre organisme. Et quand je dis que votre cœur est à gauche et que votre foie est à droite, évidemment, vous n'êtes pas un situs inversus. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tout inversé à l'intérieur. Ils ont le cœur à droite et ils ont le foie à gauche. Si vous avez une cirrhose, hein, vous aurez plus de poids marqué sur la balance de droite que sur la balance de gauche parce que votre foie sera hypertrophié. OK? Bon, c'était une petite intermède avant de passer à la question un peu plus compliquée. C'est bon, je peux passer à la suite. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est qu'on peut faire de la statique sur les systèmes qui sont en translation. C'est ce que j'avais écrit ici, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en système de translation, vous apercevez que ce qu'on aura ici dans le PFD, hein, ça c'est une expression du PFD, ça va juste être une force en plus qui s'appelle m fois l'accélération placée au point G. Donc on peut appliquer le PFS pour des systèmes qui sont en mouvement de translation non uniforme. Hein. Il vaut mieux qu'elle soit rectiligne parce que si elle n'est pas rectiligne, il y a un truc qui apparaît là. Je vous rappelle que vous avez parlé de la conservation du moment cinétique en physique.
et qu'évidemment, s'il n'y a pas conservation du moment cinétique, enfin ici, il y a un truc qu'on appelle le moment dynamique. Et ce moment dynamique, évidemment, fait que la somme des moments ne fait pas 0, elle fait le moment dynamique. Mais si on est en translation, ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation. S'il n'y a pas de rotation, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment dynamique. S'il n'y a pas de moment dynamique, ça veut dire qu'on peut, on va dire fictivement, prendre ce torseur et le ramener à gauche et dire que la somme des forces plus cette force d'inertie appliquée en G doit faire 0. Et c'est ce qu'on va faire là, qui va nous permettre d'étudier un petit peu ce qui se passe quand un objet, comme un camion, un peu n'importe quoi, freine. Alors pour faire ça, c'est pour ça qu'on avait besoin de H, la hauteur du centre de gravité. Donc ceci est la troisième question. Excusez-moi, en noir. Coup de gomme entre les deux. Donc j'ai dit la troisième question. Donc je vais essayer de représenter. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est en train de freiner, ça veut dire qu'il y a une action tangentielle ici, alors que je vais réécrire en rouge, qui s'appelle TAX, qui vient évidemment du fait que votre système de freinage exerce une composante tangentielle. Ici, une action tangentielle que je vais appeler TBX aussi. Et qu'évidemment, il y a de nouvelles actions normales, que je représente ici, qui vont s'appeler, alors, hop, ici, ici. Donc, on les appelle, alors je les dessine d'abord avant de leur donner le nom. Donc, celle-ci, elle va s'appeler N seconde A, et elle est évidemment portée par Y. Et celle-ci va s'appeler évidemment N seconde B, et elle va être portée par Y. Et évidemment, s'il existe ces deux actions, c'est parce que notre camion, même s'il avance, il a toujours un poids. D'accord? Poids qui est toujours porté par la verticale descendante. Donc ici, on dit que c'est moins PY. OK? Et donc, question 3, calcul des réactions N seconde A et N seconde B. Donc, on voit qu'évidemment, il va y avoir un petit peu plus de choses à faire. Donc, j'applique le PFS avec la force d'inertie. Il faut savoir voilà, que ça se fait très bien. Il suffit juste de rajouter cette force fictive. Quand je dis qu'elle est fictive, c'est que normalement, c'est somme des forces égale m fois l'accélération. Mais nous, on en fait un PFS en disant somme des forces plus cette force d'inertie égale 0. Ça revient au même mathématiquement, puisque somme des forces égale m fois l'accélération, ou somme des forces moins m fois l'accélération égale 0. Sauf que somme des forces plus cette force d'inertie égale 0, ça revient à écrire. Donc, on va y aller directement en faisant les projections, parce qu'on commence à être un petit peu à l'aise. Donc, on voit déjà que la somme des deux composantes TA plus TB moins m fois l'accélération est égale à 0. En écrivant ceci, ça veut dire que naturellement, je vais travailler avec une accélération positive, qui sera quand même la vision d'une décélération, puisque je la représente comme ceci. Il va y avoir donc... Ouais. Je vois en fait pourquoi ça fait un PFS du coup là. Et bien parce que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, c'est que dans le cas particulier, le PFD, si vous êtes en translation, il vous dit que le torseur de votre système, de tout ce qui est extérieur à sigma sur sigma, ça c'est le PFD, est égal à m fois l'accélération du centre de gravité G par rapport à RG. Et évidemment, vous avez un 0 en G. Donc ça, c'est le PFD. Donc je ne devrais pas l'appeler PFS, je devrais l'appeler PFD. Mais sauf que si vous acceptez de mettre ce terme-là ici, là, ça veut dire que vous avez un 0. Donc vous avez somme des forces plus cette force d'inertie égale 0, somme des moments égale 0. Donc somme des moments égale 0, somme des forces plus cette force d'inertie égale 0. Ça ressemble beaucoup à un PFS. Vous avez la moitié, c'est du PFS. Somme des moments égale 0, ça c'est parce que vous êtes en translation. Et si vous rajoutez cette force fictive moins m fois l'accélération, vous avez somme des forces égale 0. Voilà. Donc si c'est somme des forces égale 0, somme des moments égale 0 avec une force d'inertie, ça ressemble à un PFS. Sauf qu'en réalité, c'est un PFD dans un cas particulier. L'important, ce n'est pas comment vous l'appelez, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est un PFD dans un cas particulier qu'on peut traiter comme de la statique.
Donc ça, c'était la somme des forces en projection selon x qui fait 0. OK. Donc maintenant, si je la fais selon y, on obtient quelque chose qui était quasiment la même chose que tout à l'heure, hein, qui était que n seconde a plus n seconde b moins le poids fait 0. Et ça, c'est évidemment la projection selon y. Et pour se débarrasser du maximum d'inconnus et refaire un peu ce qu'on avait fait, on va faire la somme des moments par rapport au point A. Et donc, évidemment, au moment au point A, tout ce qui est TA, n seconde A n'apparaît pas. TB n'apparaît pas parce que c'est un glisseur qui passe par A. Donc, il va falloir qu'on rajoute les moments A du poids. Et le moment A du poids, il vaut moins. Alors, c'était L fois P. D'accord? Donc, L, c'était la distance entre A et G selon l'horizontale fois P. Et si j'ai mis un moins, c'est parce que cette composante-là fait bien tourner autour de A dans le sens qui amène Y vers X. OK? Auquel il va falloir que je rajoute le MA. Donc, pareil, je regarde ici, c'est un moment qui va être positif. Ici, j'ai pris un A positif. Donc, ça veut dire que le terme MA, on va le multiplier par H. Donc, ça va être plus H fois la masse M fois l'accélération. Et ceci, ça va nous faire le moment de la force d'inertie. Auquel je vais rajouter le dernier, qui est évidemment un truc qui est aussi en plus, qui est tout simplement l'empattement fois n seconde B, qui fait 0. OK? Monsieur, Évidemment. Ouais. Je vous je ne écoute. comprends pas pourquoi on multiplie par H, il n'y a pas de bras de levier, non? Ben si, il y a bien la distance entre A et cette force. Ah oui, c'est au point A, pardon. Oui. Et oui, on est au point, on fait la somme des moments par rapport à ce point. Donc évidemment, il y a ici le bras de levier petit h, hein, qui est en fin de compte la hauteur du centre de gravité qui apparaît. Hein. Et évidemment, il y a la distance qu'on avait calculée ici, hein, qui était la distance L hein, du centre de gravité à l'essieu avant. C'est pour ça que A est un peu plus sympathique, sinon on sera obligé de travailler en E-L, si on avait fait en B. Mais bon, ça donnait la même chose. Hein. Alors, on obtient, alors si je relis la question, c'était calculer les réactions n seconde A et n seconde B. Donc, on peut s'apercevoir que dans cette relation-là, il y a évidemment n seconde B comme seul inconnu. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir isoler ici, dans l'équation 3, n seconde B. Donc, n seconde B, je vais passer ce terme à gauche du signe égal. Ça veut dire que ça va me faire LP sur E. OK, moins ce terme-là, donc qui va être moins H M A sur E. OK. Et si on regarde un petit peu, ben on va s'apercevoir que ce LP sur E, c'est ce qu'on avait calculé comme NB. Donc ceci est égal aussi à NB moins H M A sur E. Ce qui signifie que maintenant, si de cette équation 3, je me ramène dans l'équation 2, 2 va donner tout simplement que la composante n seconde A est égale à quoi? Bah, si je regarde ici NB, je sais que la somme n seconde A plus n seconde B moins le poids, ça fait 0. Bah, si je remplace n seconde B par NB moins HMA sur E, ça veut dire qu'n seconde A, c'est la même chose que NA plus HMA sur E. Et alors, ça veut dire quoi? Alors, je vais encadrer, enfin, je vais mettre ceci dans une accolade. Hein. Bah, si on essaie d'y donner un sens physique avec un fluo, comment ça marche? Ah, ça fluote, ouais. Ça, c'est mieux. Donc, ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est l'action dynamique. Ça, c'est l'action statique. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir hein? On peut voir, et je le mets en couleur, hein, qu'en gros, la composante dynamique à l'arrière, c'est égal à la composante statique, auquel je soustrais un terme. Et ici, la nouvelle composante dynamique à l'avant, c'est égal à la composante statique, auquel je rajoute ce terme. Et ce terme, donc, a pour nom
le déport de charge, qui est d'autant plus grand que H est grand, que M est grand et que E est petit. Et ce truc-là, vous l'avez évidemment ressenti. Quand vous faites du vélo et que vous freinez de l'avant ou de l'arrière ou des deux, eh bien évidemment, en freinant, votre valeur de force à l'arrière est égale à votre valeur statique auquel vous soustrayez une certaine valeur. Et évidemment, comme la somme des composantes normales est toujours égale au poids, eh bien évidemment, la composante à l'avant se retrouve surchargée du déport de charge. Et évidemment, ça ne sera pas aussi sensible suivant la géométrie d'un véhicule. Ça veut dire que si vous prenez une Formule 1, une Formule 1, on fait en sorte d'avoir un véhicule qui est très long, avec un centre de gravité qui est très bas. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Le H ici est petit et le E est très grand. Donc, le phénomène de déport de charge, vous voyez, hein, donc j'essaye de dessiner une petite Formule 1 ici, hein, avec son aileron et tout ça. Hein. Là, ici, sur une voiture de cette dimension-là, hein, si E est grand et si H est petit, eh bien évidemment, ça va être plus efficace en termes de déport de charge. Alors qu'à l'inverse, si vous faites du vélo, d'accord, hein, donc nous voici en train de faire du vélo, et bien, dans un vélo, le E est petit et le H est relativement grand. Donc, quand on est sur un vélo, une moto, ce phénomène de déport de charge est très sensible. Et il est tellement sensible qu'évidemment, on peut assez facilement résoudre tel que n seconde b est égal à 0. Et si n seconde b égale 0, ça veut dire que ça va vous donner, connaissant la valeur statique, quelle est la valeur de la décélération qui va conduire à quelle chose? Eh bien, un basculement de vous au freinage du vélo. Hein. Quand vous freinez fort en vélo, hein, ce qui peut vous arriver, hein, c'est tout simplement de passer par devant. Hein. Et ceci sera d'autant plus sensible qu'évidemment, votre centre de gravité est haut et que votre empattement est petit. Hein. Si vous voulez avoir moins cet effet, il faut écarter votre essieu avant de votre essieu arrière, hein, ou votre roue avant de votre roue arrière. Et évidemment, ramener le plus possible votre H bas. Quoi, hein. Donc, il faut descendre votre centre de gravité. Hein, c'est le point G que j'ai dessiné ici. Hein. Il faut que le point G soit le plus bas possible avec l'empattement. Donc, voilà pourquoi les Formule 1, ça ressemble un peu à des cookies. Hein. C'est très écrasé. Il faut que le H soit le plus petit possible et que le E soit le plus grand possible. OK? Est-ce que vous avez suivi jusqu'ici? Ouais? Alors, je vais juste, voilà, dans le peu de temps qui me reste, je vais juste esquisser la suite. Si vous regardez ce système, vous apercevez que TA et TB, il n'y a qu'une relation pour deux inconnus. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Donc, première idée, on peut faire l'hypothèse qu'il y a glissement en A. Ça donne une relation entre TA et n seconde A. Et ça permet de résoudre. L'autre possibilité, c'est de faire l'hypothèse qu'il y a du glissement en B, ce qui donne une relation entre TB et n seconde B, qui permet de trouver TA et ainsi de suite. On ne peut pas faire l'hypothèse de glissement en A et en B. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on a trois équations pour deux inconnus. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus la décélération. Et donc, l'idée, c'est de trouver une relation mathématique entre les variables qu'on cherche qui ne contraignent pas en même temps. Donc, je l'écris ici, hein, parce que la belle hypothèse, c'est de dire que la force en A, elle s'incline comme la force en B. Ce qui permet d'avoir une équation de plus sans imposer spécialement qu'il y ait glissement en A ou glissement en B. Et ceci, alors je l'écris en rouge parce que c'est joli, hein, et je vous laisserai finir. Hein, il suffit simplement de résoudre un système et après ça fait… Alors, le problème, c'est que vous ne les faites plus, les équations paramétriques, je crois. En gros, il faut dire que l'inclinaison de la force en A, qui vaut évidemment TA sur n seconde A, est égale à l'inclinaison de la force en B, TB sur n seconde B. Cette hypothèse, alors elle n'est pas facile à trouver, hein, mais elle est brillante parce qu'elle permet tout simplement de faire que quand il va y avoir glissement en A, il y aura aussi glissement en B. Mais s'il n'y a pas de glissement, ça veut dire qu'elle nous crée une liaison entre les deux objets qui sera l'hypothèse de freinage maximum.
Et on va s'apercevoir comme ça, on va pouvoir tracer les courbes de freinage pour un camion donné, c'est-à-dire L, H étant donné. On va pouvoir voir ce qui se passe lorsqu'on fait varier A. Bon, on verra ça mercredi, en plus qu'avec le TD. Hein. OK? Voilà, pas mal avancé. Comme je disais, passer un petit peu de temps sur cette petite résolution, à comprendre le sens physique. Enfin voilà, c'est pas compliqué au niveau des équations, il faut juste bien comprendre le sens physique. Hein. OK? Bon, eh bien, nous sommes à l'heure dite. C'est pas plutôt tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Bon, je lirai vos. Ben, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Et évidemment, on se retrouve mercredi. Mercredi. Merci. Merci. À mercredi. Merci, au revoir. Bonne fin de journée Au à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.